Yo, comment allez-vous? En ce qui me concerne, ça va très bien. Je me sens comme Jon Snow, roi sans couronne, mais mes fesses sont obligées de s'asseoir sur le trône. Et afin d'asseoir ma domination dans le manga game, aujourd'hui je vais vous parler de My Hero Academia. Vous l'aurez lu dans le titre, on va se faire un bilan de mi-saison. Et je pars du principe que si vous êtes ici, c'est que vous avez vu à minima les 14 premiers épisodes de la saison 4 et dans sa globalité les saisons 1, 2 et 3 jusqu'à aujourd'hui. Donc, mon propos va s'axer autour de 4 chapitres. Dans un premier temps, on va parler des vilains. Dans un deuxième temps, on va parler des élèves de Yue. Dans un troisième temps, on va parler de Deku et de son héritage. Et de Deku face au destin. Et ça va être super intéressant. On va faire ça de façon très courte et très soft. Alors, une petite remise en contexte, parce que ça va pas nous faire du mal. On sort d'une saison 3 où on a All for One qui s'est fait battre par All Might. On a aussi les élèves de la seconde de Yue qui ont obtenu, en tout cas certains d'entre eux, un permis provisoire, ce qui leur permettra de rejoindre en alternance une agence de super-héros. Et moi, je me suis retapé toute la saison 3 afin d'être droit dans mes bottes et afin que mon âme de super-héros soit en adéquation avec ce qui va nous attendre dans la saison 4. Et ne voilà-t-il pas que le premier épisode sort et c'est un récap de tout ce qui s'est passé précédemment. J'ai ressenti une dose de frustration qui était énorme. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Et on va prendre les 3 premiers épisodes, on va dire 2, 3, 4 pour moi. Et on va directement rentrer dans le vif des sujets qui nous importent, à savoir notamment les vilains. De mon point de vue, dans les saisons 2, 3 et 1, les vilains étaient pour moi limite un ressort comique, un gimmick. Pourquoi? Parce qu'à l'instar de Jesse et James, particulièrement l'alliance des vilains qui reste notre plus grand prisme et le principal prisme des vilains qu'on a dans la série, arrivent, se font taper sur la bouche, repartent vers d'autres cieux, reviennent la bouche en cœur, se font maraver la gueule et repartent de nouveau vers d'autres cieux. Et en fait, moi je suis en train de me dire que les seules menaces tangibles que nous avons eues à l'heure actuelle sont Stain et All for One. Et là, dans les 3 premiers épisodes, on a déjà un nouveau prisme de super vilains à travers des Yakuza qu'on appellera ici les 8 préceptes. On a l'alliance des super vilains qui semble avoir pensé ses blessures. Et ces deux entités vont directement se confronter. Et je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est comme si on passait de Thalassa à 300, ou qu'on passait de 0 à 100 en quelques secondes. Il y a des gens qui se font amputer des bras, il y a des gens qui meurent, il y a du sang, c'est gore. Je me dis, oh, cool down. On n'est pas en train de regarder My Hero Academia. Je me fais, what the fuck? Et je me dis, non, si la série prend une direction aussi directe, hardcore et sombre, je sais pas où la série veut m'emmener, mais j'y vais. Et en fait, là, j'ai vraiment senti que les vilains, en tout cas l'alliance des super vilains, aura vraiment un impact réel et profond dans le scénario. Et on a les 8 préceptes qui vont, on va dire, amener une certaine fraîcheur dans le folklore des vilains qu'on a en tant que prisme principal. Et c'est là que j'en viens à Shigaraki Tomura. À la fin de cet arc, on le voit en fait affronter, ou du moins se confronter au chef des 8 préceptes, à savoir Overhaul. Et lors de leur première confrontation, on peut dire ce qu'il en est, Shigaraki avait perdu face à lui sur le plan, on va dire, charismatique, en tant que chef, en tant que personne assurée et assurante par rapport à son plan. Et là, il revient à la fin de l'arc et il va voir Overhaul, il va le priver de son alter. Et sachant que Overhaul était très attaché à son alter, j'ai trouvé ça vraiment fort, dans un sens parce que je me suis dit, enfin, il devient l'élève de All for One. Parce que All for One, c'est quand même le méchant qui va pas juste te taper pour te faire mal. Et ça, on le voit à travers All Might. Lorsqu'il dit à All Might, Shigaraki n'est pas juste un enfant que j'ai choisi au hasard, c'est le petit-fils de ton sensei. Donc, il est vraiment là pour te blesser au plus profond de ton être. Et en privant Overhaul de son alter sur lequel il s'appuyait pour ses plans, il lui a aussi pris quelque chose à qui ou à quoi il tenait énormément. Et je me suis dit, ouais, là, le petit applique
les leçons que son maître lui a données. Et là, je me suis dit, ok, j'ai envie de voir ces vilains. D'autant plus qu'on voit Tomiko et le gars qui arrive à se dédoubler, je crois qu'il s'appelle Twice. Et ça fait extrêmement plaisir de voir autre chose, de voir ces vilains aussi évoluer parce qu'on avait l'impression que nos héros progressaient d'une certaine façon et que les vilains étaient juste là comme de l'eau stagnante et puante. Donc, ceci va clôturer mon point sur les vilains. On va passer au suivant. Alors, ici, on va s'attaquer aux élèves de la seconde de la filière héroïque. Et cette filière, on va la découvrir à travers de nouveaux prismes, donc à travers de nouveaux personnages. Ici, on va notamment s'attarder sur Red Riot et Eiichiro. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ce personnage, on l'a jamais réellement vu. C'est-à-dire qu'il a eu des scènes plutôt intéressantes, notamment lors des championnats de UA. Il a été le cavalier de Bakugo. C'était stylé, mais sans plus. Il a eu un 1v1, ma foi, pas si charismatique ni emblématique que cela, face à Tetsu, je ne veux pas dire de bêtises. Et on l'a aussi vu, alors là, il avait un rôle un peu prenant, prépondérant sur le scénario, où il a été la clé du sauvetage de Eiichiro. Mais en même temps, il n'a été que l'outil de Deku. Donc jamais ce personnage n'a été au devant de la scène en tant que personnage principal à suivre. Et c'est ce qui nous attend en fait dans cette saison 4 où nous avions eu des indices parsemés dans les saisons précédentes où il nous faisait un peu état de ses doutes, mais il y avait toujours un camarade pour un petit peu le rassurer, notamment Bakugo. Et là en fait, on va le voir confronté à ses doutes et en fait, c'est limite, j'ai pas envie de dire que c'est du génie, mais c'est tellement bien amené, c'est-à-dire que il doute de lui en tant que super-héros. Et à partir des épisodes 6, 7 par là, il va devoir affronter des vilains qui sont liés au U-Précepte qui en balade en fait de la drogue dans la ville, et ça tu le sais déjà. Et là, il va avoir une première confrontation, il va nous mettre bien. Le gars va sortir son Red Riot Unbreakable, célèbre comme jamais, ça pique comme jamais le gars, vêtu d'une armure indestructible. Il va nous mettre bien, il va mettre une mandale à ce vilain et il va regagner confiance en lui. Mais là, comme on fait face à un adolescent, donc forcément sa confiance en lui est assez fragile, lorsqu'on va le retrouver quelques épisodes plus tard, lors du sauvetage d'Eri, qui est ma foi le cœur de cet arc, puisqu'elle a été kidnappée par les 8 préceptes afin de concevoir la drogue qui justement circule, il va devoir faire face à un des chefs, ou en tout cas 2 chefs, de ces 8 préceptes avec Fat Gum. Et là, il va se retrouver vraiment sous la dure réalité du travail de super-héros. Là, c'est pas juste un petit larbin qu'il va stopper dans la rue. Là, on parle de gros bonnets. Et il va se prendre un vrai choc, non seulement mental, mais très physique. Et là, il va devoir aller puiser en lui. Et ce qui va nous permettre d'avoir un flashback qui nous expliquera pourquoi il veut devenir un super-héros, d'où vient son manque de confiance en lui, qu'est-ce qu'il a fait pour jusqu'à maintenant pallier à ce manque de confiance. Et on assiste à ce qu'il va devoir faire ici et maintenant pour se surpasser. Et ça fonctionne tellement bien, ce personnage. Et waouh, incroyable. Je sais pas comment le dire, mais c'était très rafraîchissant de voir quelqu'un d'autre que Deku ou Bakugo évoluer et s'approcher de son but final, à savoir devenir un grand super-héros. Donc un grand big up à Eiichiro. Mention très spéciale aussi à Sun Eater, sauf erreur de ma part, qui porte le prénom Tamaki, qu'on va découvrir justement dans cet arc à un moment donné où on va avoir les héros qui vont attaquer les 8 préceptes parce que ces derniers sont en train de diffuser de la drogue dans toute la ville et s'appuient sur l'alter d'une jeune fille toute petite qui s'appelle Eri. D'ailleurs, ce personnage m'a tellement marqué que j'en ferai une vidéo exclusivement consacrée à son personnage, mais on n'en est pas là. Et on revient sur ce Eater. Et là, en fait, c'est vraiment touchant. Parce que, pourquoi? Je te le dis tout de suite. On est là face à un personnage qui est tout le temps défaitiste, qui a tout le temps pas confiance en lui et pourtant fait partie des 3 meilleurs élèves de UA, sachant que UA est la meilleure école de super-héros de tout le Japon. Donc, ce n'est pas rien du tout d'être le 2e d'une telle entité. Et là, on va le découvrir déjà en mode badass. Les gars vont infiltrer la base des 8 préceptes. Ils vont se retrouver face à un obstacle de 3 chefs ou sous-chefs. Non, on va dire que c'était des larbins, je pense. Et là, le gars va dire, ne vous en faites pas.
moi je gère ces petits messieurs. Et là, tu as tout le monde qui dit mais mec, tu es tellement si peu sûr de toi. Déjà, on sait même pas comment tu as fait pour être deuxième de ta promotion. En plus de toute l'école, tu veux t'occuper de 3 vilains. Je ne comprends pas. Et là, tu as Fat Gum, son tuteur de stage, qui arrive et qui dit mais les gars, s'il dit qu'il s'en occupe, c'est qu'il va s'en occuper. Mais là, jusqu'alors, toi en tant que spectateur, tu te dis du peu qu'on a vu de lui, moi je suis pas confiant que lui, il gère 3 individus très certainement très violents. Et là, tu as peur pour lui. Eh ben non, le gars te montre qu'il gère d'une façon exemplaire les 3 vilains. Il s'adapte à la situation, il réfléchit, il innove. C'est juste incroyable, sachant que son alter est très adaptatif puisqu'il, on va dire, il reproduit les attributs des aliments qu'il mange. Donc s'il mange du poulet, il aura une pâte de poulet et ainsi de suite. Et ce qui rend le truc assez touchant aussi, c'est qu'on a un flashback qui nous explique d'une part comment il a connu Mirio, quels sont leurs rapports, et de façon très simplifiée, on a Tamaki qui est l'ami de Mirio, qui considère Mirio comme étant son soleil. À côté de ça, Mirio voit en Tamaki quelqu'un de très compétent, voire plus compétent que lui. Et là, un jour, Tamaki va lui dire, mais en fait, tu es un soleil, Mirio, je ne pourrais jamais être comme toi. Et là, Mirio lui répond, mais mec, tu es tellement balèze que si tu le voulais, tu pourrais manger le soleil. Et là, tu as son pseudo, tu as son blaze, Sun Eater. J'ai trouvé ce moment vraiment, vraiment touchant. Et c'était pas, tu sais, les flashbacks lourds qui te racontent 20 ans d'histoire. Là, c'était court, efficace et simple. On a compris ce qu'il fallait comprendre. Et on sait maintenant que ce personnage est à la fois touchant et compétent. Et c'est tout ce qu'on voulait savoir. Donc, big up à lui. Nous parlons de My Hero Academia depuis quelques minutes. Il fallait bien que j'y vienne puisque cette série, c'est quand même celle qui parle de super-héros à travers le prisme qu'est le personnage de Deku alias Midoriya Izuku. Tu mets ça dans le sens qui t'intéresse. Le truc, c'est que c'est un personnage que j'ai eu du mal à suivre au fil du temps, c'est-à-dire que j'ai décroché de ce personnage à partir de l'épisode 17 de la saison 2, à savoir contre Stein. À partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression que ce personnage ne progressait jamais. On lui a bien fait comprendre que s'il continue à se blesser autant, il sera paralysé. Or, lorsqu'il a affronté Muscular notamment, où il a utilisé le 1 million de %, c'était stylé, tout ce que tu veux, mais moi, ma première réaction au moment où j'ai vu ça, je me suis dit, mais mec, tu t'es encore pété le bras qu'on t'a dit que tu ne peux pas tant péter que ça. Je me suis dit, mais s'il continue à se blesser, plus il risque de ne jamais atteindre son objectif, à savoir égaler, voire surpasser, All Might. Parce qu'il finira tétraplégique. Au mieux, il pourra tourner la suite de Intouchable, mais c'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qui lui pend au nez. Et en fait, dans cette saison 4, dans son processus de maturation, on a là un bon départ du personnage qui me donne presque envie de me réconcilier avec lui. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la saison 3, on a déjà un Deku qui essaie de s'émanciper de son modèle, à savoir All Might, puisqu'on apprend à ce moment-là qu'il utilisait son alter de la même façon que lui, à savoir All Might, ce qui lui a conduit à avoir les bras pétés. Et là, il passe au shoot style. Donc là, on a une mise en image de l'émancipation de Deku vis-à-vis de son mentor. Et ça, c'était vachement stylé. Donc ça, c'est déjà un premier poids sur ses épaules, à savoir recevoir les enseignements de All Might tout en préservant son identité et en se créant vraiment en tant que héros indépendamment de son sensei. Et là, il va rejoindre une agence de super-héros qui est menée, détenue par Sir Night Eye, qui n'est autre que l'ancien acolyte de All Might au Japon. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que c'est aussi le tuteur de stage de Mirio. Et ce Sir Night Eye, en fait, considère Mirio comme le meilleur candidat au pouvoir de All Might. Et là, Deku, en fait, va devoir se remettre en cause et se surpasser par rapport à 2 épreuves. Donc, celle que je t'ai citée précédemment, s'émanciper de All Might, tout en se faisant accepter par ce Night Eye comme l'élève de All Might. Et ça, franchement, c'était hyper intéressant comme sujet. Donc, après, ça a été très vite invincé par, on va dire, le scénario principal, à savoir, il faut sauver Eri. Mais ça nous revient en pleine figure de façon super intelligente. Pourquoi? Parce que Sir Night Eye peut lire dans l'avenir et il voit que la mission qu'ils sont en train de mener pour sauver Eri va leur conduire à une mort inéluctable. Et là, en fait, Deku va dire, mes frères, je ne vais pas me laisser faire, hein. C'est pas en ne faisant rien qu'on va péter les chaînes du destin. Et là, je me suis dit, oh là là, mais n'est-ce pas une petite référence à Naruto lorsqu'il affronte Neji, que Naruto lui dit que lorsque je serai Hokage, je déferai les chaînes de ta famille, je briserai les chaînes du destin qui t'ont
si longtemps emprisonné. Sauf que là, le fond était le même, mais pas la forme. Parce que là, on avait une confrontation directe entre Neji et Naruto. Or qu'ici, on a Midoriya et Sir Night Eye qui sont exactement du même côté. Et en voulant briser ces chaînes du destin, là on a Sir Night Eye qui commence doucement à se remettre en question. Et non seulement le discours de Deku l'a atteint, il voit que Deku agit en conséquence pour donner suite à ses propos, mais ce n'est pas juste un petit mode de pensée qui est encapsulé à travers le personnage de Deku, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on va avancer dans les scénarios, la situation va s'aggraver et là on a Ochako qui va venir, et là Sir Night Eye va dire exactement la même chose. On va mourir et notamment Izuku va mourir. Et là, Ochako lui répond, mais ce n'est pas en faisant rien qu'on va briser les chaînes du destin. Et j'ai trouvé le fait de ramener un deuxième personnage qui ne s'est pas concerté avec Deku et sortir la même phrase montre que c'est limite plus qu'un problème entre Deku et Sir Night Eye, c'est vraiment une génération de héros, une nouvelle vision de la vie, une jeunesse efficace qui va apporter de nouvelles réponses. Et ça, c'était super beau. Je me suis dit, incroyable. Dans quoi on nous embarque là? Et franchement, ce premier arc, j'ai survolé que les points qui, moi, m'ont marqué. Mais il y a tellement de choses à dire et je pense que je ferai d'autres vidéos. Donc là, c'est les 4 points qui me semblent être les points les plus intéressants et les plus marquants de ce premier arc de la saison 4. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien entendu, si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous avez apprécié, vous avez déjà le petit pouce bleu, likez, mais surtout commentez pour qu'on puisse échanger et débattre. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont d'autant plus marqué dans cette série que moi je n'ai pas forcément relevé? Normalement, certains d'entre vous me parleront du fait que Mirio c'est un petit Rockly et que ça nous fait extrêmement plaisir de voir ça. Donc je vous laisse à l'espace commentaire. Au revoir.